Salut Internet, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle du grooming par rapport à l'histoire du youtubeur Norman Tavo. La vidéo sera plutôt organisée autour du concept de grooming, de l'emprise, de comment est-ce que c'est fait plutôt qu'autour de l'histoire elle-même. Alors, le grooming, c'est une expression anglaise dont je ne suis pas arrivée à trouver la correspondance en un seul mot en français, mais c'est le fait qu'une personne en position de pouvoir, plus âgée, souvent manipule une personne plus jeune, souvent des mineurs, des adolescents ou des enfants, pour leur faire faire des choses qu'ils avaient prévues avant d'entrer en contact avec eux. Et le plus souvent, le but ultime du grooming, c'est l'abus. Donc le grooming permet d'installer une emprise sur une victime et de l'abuser. Alors c'est quoi l'emprise? L'emprise, c'est l'ascendant, ça peut être intellectuel ou moral de quelqu'un ou l'influence de quelque chose sur une personne. On peut être sous l'emprise d'une passion dévorante. Il y a par exemple ceux qui collectionnent des objets de manière pathologique sans pouvoir s'arrêter. Il y a l'emprise amoureuse qu'on peut ressentir lorsqu'on est follement amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Il y a l'emprise dans les relations amicales aussi. Il y a des amis qui sont dans nos vies, qui nous veulent du mal et qui ne veulent pas s'en aller. Et on n'arrive pas à s'en débarrasser, on ne sait pas pourquoi. Il peut y avoir aussi l'emprise intellectuelle lorsqu'on est sous l'emprise d'une doctrine ou d'une philosophie qui régit notre vie et qui nous met même en danger. L'emprise peut exister également dans les situations spirituelles. On a l'emprise religieuse, par exemple dans les sectes, les gourous abusent de leurs fidèles, etc., etc. Mais les situations d'emprise arrivent également dans les couples où s'exercent des violences psychologiques et physiques, et ou physiques d'ailleurs, et vous avez beaucoup de témoignages en ligne par rapport à ça. En ce qui nous concerne ici, c'est une emprise qui est arrivée dans le cadre d'une relation parasociale. Alors, la relation parasociale, c'est vraiment un phénomène intéressant parce que on est à l'ère d'Internet et des célébrités d'Internet et des influenceurs / panneaux publicitaires. Et on sait que cette relation étrange que les influenceurs ont avec leurs followers a des conséquences. Déjà parce qu'on connaît peu de choses sur les créateurs de contenu et les influenceurs. Je déteste ce mot, même pour eux. On va dire créateurs de contenu. Donc, on sait peu de choses sur eux. Leurs followers savent peu de choses sur eux. Et pourtant, les followers ont l'illusion que cette personne-là sait beaucoup sur eux également, juste parce qu'ils ont accès à quelques détails. Seulement, c'est une illusion parce que les créateurs de contenu ne vous montrent que ce qu'ils veulent bien vous montrer. Et il ne faut pas oublier que quand ils se filment, ils parlent à leur caméra et non à des personnes directement. Évidemment, ils ont à l'esprit que vous existez, que vous êtes derrière l'écran, mais avant tout, quand ils s'adressent à quelqu'un, ils s'adressent à leur caméra et donc vous êtes une notion assez floue. Et il faut aussi ne pas oublier qu'avant de publier, tout est édité. Donc c'est une relation complètement faussée qui arrive avec des personnes fictionnelles et leurs followers, les célébrités, les personnalités que vous ne connaissez pas mais que vous suivez. En tout cas, la relation parasociale est une relation qui existe entre n'importe qui, avec qui on a une relation unilatérale par le biais d'un média. Donc l'autre personne ne partage pas forcément les sentiments que vous avez et n'a même pas connaissance de la relation. Vous êtes une donnée, bien sûr, peut-être une donnée numérique par rapport au nombre que vous êtes, mais en tant qu'individu, intrinsèquement, vous n'existez pas pour les créateurs de contenu, sauf lorsqu'ils font des rencontres, des meet-ups. Donc, la relation parasociale devient forte, surtout auprès des personnes qui sont isolées socialement ou simplement des personnes qui sont à la recherche de confort et de stabilité. Et la stabilité, c'est quelque chose que les créateurs de contenu procurent d'une certaine manière parce que déjà, ce sont des personnalités publiques en ligne et donc on a accès d'une certaine manière à eux. Ils ne changeront pas puisqu'ils ont une personnalité publique avec des cahiers de charges à respecter. Ils jouent un rôle. C'est comme un produit, c'est comme une marque. Et surtout, les contenus qu'ils proposent ne changent pas souvent. Chaque personne est spécialisée dans un domaine donné. Et vous savez qu'ils seront toujours là parce que c'est leur travail. Ils seront toujours là pour vous. Et le fait qu'ils seront toujours là, avec des paroles plus ou moins valorisantes, elles montrent pour leur communauté, mais aussi parce qu'ils ont besoin de vous.
vous savez qu'ils seront toujours là. Ils ont besoin des followers, sinon plus que ces derniers-là. Donc, ils seront toujours là. Et tout ça, ça crée une certaine stabilité dont certaines personnes ont besoin. Donc, ils créent une relation parasociale très forte avec ces créateurs de contenu-là. Et lorsque la relation parasociale est mal gérée, lorsqu'elle est accordée à des personnes douteuses, elle peut donner lieu à des abus qui sont exercés par ces youtubeurs-là sur leur communauté, comme on a pu le voir dans le cas de plusieurs youtubeurs. Maintenant, l'emprise psychologique ou relationnelle en lien avec la relation parasociale se traduit par un ascendant psychologique mêlant la manipulation, le chantage et la dépendance affective entre le créateur de contenu et ses followers. Rappelons que la personne qui utilise ce piège relationnel-là pour abuser de ses followers a un fonctionnement psychique profondément immature et insécure. Et cette personne fonctionne sur une base relationnelle pathologique. Donc, vos youtubeurs, les personnes que vous suivez, c'est pas vos amis, vous les connaissez pas, ils ne vous connaissent pas. Et surtout, ce sont des rôles qu'ils jouent devant leur caméra parce qu'ils ont envie de se présenter d'une certaine manière. Même s'ils paraissent gentils ou quoi, ça ne veut pas dire qu'ils sont comme ça dans la réalité. Et même s'ils ne sont pas comme ça dans la réalité, ce n'est pas vraiment votre problème parce que vous ne les connaissez pas et ils ne vous connaissent pas. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on est victime d'emprise? Pourquoi est-ce que des personnes sont ciblées? Il faut savoir que d'abord, l'emprise, c'est une question de relation. Pour qu'il y ait emprise, il faut qu'il y ait un prédateur et il faut qu'il y ait une victime. Et cette relation est essentiellement une relation de dépendance à laquelle la victime a inconsciemment souscrit parce qu'à la base, elle s'attend pas à être traitée de la manière dont elle va être traitée dans cette relation-là. Donc, les personnes toxiques et les manipulateurs séduisent parce qu'elles repèrent des failles, des blessures, des besoins en quelque sorte chez les personnes qu'elles ciblent. Et pendant la phase qu'on va qualifier de lune de miel, elles essaient de donner des réponses à ces besoins-là pendant un moment et ça apporte un certain soulagement à la personne qui est la victime, ce qui crée la situation de dépendance et la situation d'emprise. Lorsqu'on parle d'emprise aussi, ça suppose qu'il y a deux parties et qu'il y a un lien particulier et spécifique basé sur une relation de pouvoir qui s'exerce de manière abusive. Donc l'emprise, c'est l'instrumentalisation de l'autre et l'impossibilité à cet autre-là de mettre fin à cette emprise-là parce que ça s'est construit progressivement. Et pour se rebeller, pour sortir de ça, c'est un acte de violence et de rébellion dont les gens ne sont plus capables parce que ils ne sont plus eux-mêmes en fait. Ils ne sont plus eux-mêmes. Donc on peut dire que le manipulateur s'empare carrément de l'esprit de sa victime et devient un maître marionnettiste, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, la première étape, c'est déjà de cibler la victime. Au niveau de cette première étape-là, le groomer identifie ou rencontre une victime potentielle en choisissant un mineur vulnérable, soit pour des raisons psychologiques ou émotionnelles, soit en raison de situations familiales et sociales, mais en tout cas quelqu'un que ce manipulateur-là pense comme étant en proie à des difficultés sociales, en proie à des difficultés d'estime de soi-même, etc., etc. Et sur cette base-là, ils essaient d'installer une prise sur cette personne-là. Donc, pour ceux qui abusent des adolescents ou adolescents, souvent, ils choisissent des personnes qui sont éloignées, qui sont en situation d'instabilité familiale ou qui ne sont pas bien dans leur corps, etc., etc. Et ils choisissent les adolescents parce qu'ils savent que c'est des personnes qui sont en construction d'eux-mêmes, qui sont pas complètement l'adulte qu'ils doivent être. Il y a une certaine vulnérabilité dans la période entre l'enfance et l'adolescence. On n'est plus complètement un enfant, mais on n'est pas encore un adulte. Donc il y a cette période étrange-là où on est perdu entre les deux, où on se cherche, on est en train de se construire, d'emmagasiner beaucoup de choses pour devenir l'adulte qu'on est censé être pour traverser l'existence. Donc c'est une période d'extrême vulnérabilité où des personnes mal intentionnées peuvent venir se greffer à vous et faire de vous des adultes paumés, vous détruire, et c'est sur cette vulnérabilité que comptent les groomers et les manipulateurs et les agresseurs et les pédophiles aussi. C'est pour ça qu'ils s'intéressent aux adolescents et aux enfants, et en tout cas c'est pour ça qu'ils s'intéressent aux personnes qui ne sont pas encore complètement des adultes. Donc il s'installe une relation inappropriée. Et le concept de dynamique de pouvoir est souvent mentionné parce que lorsqu'on discute de relations inappropriées, lorsque l'agresseur est plus âgé, plus riche ou mieux connecté ou est célèbre, il y a une différence de pouvoir entre les deux.
Vous voyez, donc ça augmente la vulnérabilité de la victime et c'est ce qu'on appelle le modèle de relation inappropriée. Donc la première étape, c'est de gagner la confiance de la victime. En faisant quoi? En bombardant la victime d'amour et d'appréciation. C'est ce qu'on appelle la phase de love bombing. Alors le love bombing, c'est que au début, le groomer se présente sous son meilleur jour. Il vous pose plein de questions sur vous. Il veut savoir ce que vous êtes, qui vous êtes, quels sont vos rêves, quelles sont vos aspirations dans la vie. Il vous flatte, il vous complimente, vous êtes parfait, vous êtes extraordinaire et vous vous sentez important. Il cherche très rapidement la proximité avec vous, évidemment de manière intrusive. Bon, vous êtes mal à l'aise au début parce que c'est quand même assez rapide et en même temps, il vous demande des choses assez intimes, mais en même temps, vous vous dites, il y a cette image positive de lui que vous avez construit dans votre tête, que lui-même a nourri en se présentant sous son meilleur jour. Donc, vous vous posez des questions. Peut-être que c'est comme ça que tout le monde fait. En plus, vous êtes un adolescent, une adolescente. Vous vous dites peut-être que c'est ainsi, peut-être que c'est moi qui suis naïve et je ne sais pas du tout ce qui se passe. Et donc, entre le malaise qui est un vrai signal d'alarme que vous ressentez et que vous remettez en question, et lui, sa fausse image, vous êtes un peu tiraillé entre les deux et vous dites, bon, peut-être que c'est ainsi. Et vous commencez tout doucement à lui donner ce qu'il vous demande. Et là, vous baissez votre garde. Après avoir baissé votre garde, bien sûr, vous lui confiez des choses intimes, des secrets. Vous vous confiez votre intimité. Il est comme votre ami. Vous vous sentez compris. Le problème, c'est que tout ce que vous lui confiez, il va l'utiliser contre vous plus tard pour vous détruire. Et donc, le manipulateur va créer le mirage de ce à quoi vous aspirez socialement, amicalement, etc. Il prend beaucoup de place dans votre vie, que ce soit dans votre vie réelle, parce qu'il commence à vous faire des choses que vous n'êtes pas habitué à faire, donc il prend de la place. Et avec l'aura de la célébrité, entre guillemets, de Internet, vous vous laissez faire parce que vous avez déjà cette fausse image positive de la personne. La deuxième étape, c'est de vous isoler. C'est que personne ne trouve grâce aux yeux du manipulateur. Votre famille, ça va pas. Votre petit ami, il faut le quitter, il vous mérite pas. Vos amis, c'est des cons. Votre entourage vous veut du mal. Il vous tire vers le bas. Personne n'est assez bien pour vous. Vos collègues, il faut les éviter, etc., etc. Et de fil en aiguille, vous prenez vos distances avec tout le monde. Déjà parce qu'il n'arrête pas de vous l'insinuer, mais aussi parce que vous avez peur de le décevoir, vous avez peur de le mettre en colère, donc de fil en aiguille, vous vous isolez. Et vous avez peur de l'énerver, de ses menaces, de sa violence, et vous avez aussi peut-être juste envie de lui faire plaisir. Et vous êtes convaincu, peut-être aussi que ce qu'il dit, c'est la vérité. Souvent, on demande aux gens, pourquoi est-ce que les victimes ne quittent pas les manipulateurs et les agresseurs? Il faut savoir que l'être humain est essentiellement un être psychique et à un moment donné, le cerveau, pour protéger la personne contre la réalité dans laquelle elle est, commence à développer des illusions. Et donc, pour se défendre, il y a le syndrome de Stockholm qui se développe. Et le syndrome de Stockholm, c'est un syndrome de défense que le cerveau installe pour vous protéger si vous êtes complètement isolé. Donc, c'est une manœuvre psychologique inconsciente de défense en vue de la survie de la personne, qui vient en protection de la situation insupportable que vous vivez. Et puis, un des besoins fondamentaux de l'individu, c'est de créer du lien social. Donc, lorsqu'une personne est coupée de tout lien, de liens fondamentaux qui la nourrissent et qu'elle est isolée, elle se trouve dans une situation d'abus émotionnel avec quelqu'un. Et donc, pour supporter l'aliénation et l'emprise, le cerveau ment à la personne et lui fait éprouver de l'empathie pour son agresseur, voire de l'amour pour la personne qui lui fait du mal. La victime s'identifie inconsciemment à l'agresseur pour se protéger de l'horreur de ce qu'elle vit. Et c'est ce qui se passe souvent chez les enfants maltraités, chez les femmes battues, chez les personnes sous la coupe de manipulateurs. Donc c'est pour ça que quand vous dites pourquoi est-ce qu'elles ne partent pas, pourquoi est-ce que ils ne partent pas, il faut savoir que c'est ça, tellement on est sous le choc, plus l'emprise, plus l'isolement, qu'un mécanisme de défense dont on n'est même pas conscient se met en place. Donc après vous avoir isolé, après vous avoir complètement mis sous emprise, cette personne va montrer son vrai visage. Il y a déjà la relation de dépendance qui s'installe entre vous et il va commencer à pousser vos limites petit à petit pour voir ce que vous êtes capable d'accepter. Et pendant qu'il fait ça, il commence à vous détruire. Donc, il vous dévalorise sournoisement par petites touches, l'air de rien, créant ainsi de légères atteintes émotionnelles et répétées insidieuses, puis il vous séduit à nouveau.
et ensuite il vous dévalorise et il revient, il vous séduit. Donc, ayant été quelqu'un avec un apport positif dans votre vie au début, lorsqu'il commence à vous maltraiter, vous vous dites que peut-être c'est de votre faute, c'est vous qui avez sûrement changé, c'est vous qui faites quelque chose que vous ne devriez pas faire, et c'est pour ça que lui, il a changé. Donc, pour qu'il redevienne la personne que vous avez connue au début, il faut que vous fassiez ce qu'il vous demande. Donc, si vous faites absolument tout ce qu'il vous demande, il va redevenir l'être positif qu'il était au début dans votre existence. Et c'est là que vous commencez complètement à faire des choses que jamais vous n'auriez accepté de faire. Et puis, il faut savoir que la répétition des micro-traumatismes crée un vrai traumatisme impactant qui fracture l'estime de soi et le psychisme de la victime. Donc, votre personnalité est petit à petit annihilée, détruite par les critiques non justifiées de ce connard. Et c'est quelqu'un qui vous dévalorise. Vos valeurs sont discréditées, moquées, humiliées. Et puis, il se sert des informations que vous lui avez confiées pour vous faire du mal, pour essayer de vous détruire. Donc, non seulement il vous isole, mais en plus, il est jaloux, il est menaçant. Si vous ne faites pas ce qu'il vous demande, il va vous quitter, il va vous laisser, il va vous bloquer. Si vous ne faites pas ce qu'il vous demande, c'est que vous ne l'aimez pas vraiment, vous ne le trouvez pas vraiment beau, vous ne le trouvez pas vraiment attirant. Si vous ne faites pas ce qu'il vous demande, c'est que vous êtes une gamine, c'est que vous ne savez pas comment la vie se déroule, vous êtes vraiment naïf. Et toujours, c'est vous le problème. Parce qu'en fait, ces gens-là, il faut savoir que ils sont insécures. Il faut se demander à cette étape-là, si vous êtes vraiment tout ce qu'il dit, pourquoi il va pas voir ailleurs? Il peut aller voir ailleurs pour trouver quelqu'un qui correspond à ce qu'il attend de vous. Donc, l'objectif final, c'est quand même de vous faire du mal, c'est l'abus. Ces personnes-là, ils utilisent les autres pour se nourrir, pour nourrir leurs besoins. Une fois que ces personnes-là ont atteint les limites de ce qu'ils peuvent accepter, et ils se disent, qu'est-ce que je suis devenu? Qui est-ce que je suis devenu? Et ils sentent que ces personnes sont sur le point de partir, vous n'êtes plus d'utilité pour eux, donc ils vous jettent. Ils peuvent vous bloquer, ils peuvent vous faire sortir de leur vie. Aussi brutalement qu'ils sont entrés dans votre vie, ils vous font sortir de la leur. Parce que vous ne leur servez plus à rien, vous ne les nourrissez plus, vous n'êtes plus la marionnette. Ou en tout cas, ils se rendent compte que bientôt vous allez quitter votre état de léthargie, donc ils vous jettent. Ou alors, quand vous êtes devenu complètement une serpillière, vous êtes devenu quelqu'un que vous ne reconnaissez plus, que vous vous sentez comme une merde, que vous êtes au plus bas, là, ils se débarrassent de vous. Parce qu'ils ont réussi à vous détruire, vous n'apportez plus aucune résistance, ça ne les intéresse plus. Ce qui permet à l'abus de persister, c'est le contrôle qui est exercé sur la victime. Une fois que l'agresseur, le manipulateur a installé son emprise sur la victime, il vise à ce niveau-là à maintenir le contrôle. Et c'est là qu'il commence à vous menacer. Si tu ne fais pas ce que je te demande, je vais te quitter. Si tu ne fais pas ce que je te demande, je vais te bloquer. Si tu ne fais pas ce que je te demande, je vais raconter à tout le monde tout ce que tu m'as confié, les menaces, etc., etc. Il y a ce contrôle-là qui est exercé sur les victimes qui ne savent pas comment s'en sortir. Et dans le cas de Norman, il envoyait quand même des messages à des jeunes filles qui lui disaient leur âge. Et ça ne l'empêchait pas de continuer à discuter avec elle. Cette personne avait quand même un mode opératoire parce que quand on écoute les témoignages des victimes, il envoyait les mêmes messages, les mêmes photos, parfois les mêmes jours, presque dans la même heure, à différentes personnes dans la même tranche d'âge. Et il leur demande les mêmes choses, des photos de nus, de prendre des positions obscènes. Il discutait avec des adolescentes de 15 ans, de 16 ans, de 17 ans, je sais pas quoi, en leur faisant faire des choses qu'elles ne sont pas censées faire, tout en leur reprochant de se braquer lorsqu'elles lui disent qu'elles ne savent pas faire ça. Il leur dit mais t'es vraiment une gamine. Bah oui, c'est des gamines. Elles ont 15 ans. À quoi tu t'attends? C'est des gamines. Si tu veux des gens qui se comportent comme des adultes, tu serais parti vers des gens qui sont dans ta tranche d'âge, des gens qui ont 25 ans, etc. Mais tu vas parler à des gens de 15 ans et tu les traites de gamines. Mais c'est ce qu'elles sont. Donc ce monsieur, il a un sérieux problème. J'espère que la justice va s'en occuper. Et puis ceux qui viennent le défendre dans les commentaires, là, ceux qui parlent d'innocence et tout, on sait, il n'a pas encore été condamné, etc. Mais ça reste quand même des actes répréhensibles. La présomption d'innocence ne veut pas dire silencier les gens qui ont envie de dénoncer des violences qui leur ont été faites. Donc la présomption, c'est pour la personne qu'on est en train de dénoncer, et le droit de dénoncer, c'est pour les personnes qui sont les présumées victimes. Donc l'un n'exclut pas l'autre.
Donc, à chaque fois qu'une victime essaie de parler de quelque chose, et les gens viennent avec la présomption d'innocence, il faut savoir que l'un n'existe pas sans l'autre. Les deux vont ensemble. Donc, c'est pas parce que quelqu'un dénonce quelqu'un que tout de suite la personne est déclarée coupable. C'est à la justice de faire son travail. Et pour en revenir à l'emprise, comment savoir si on est victime d'emprise? Tout le monde peut être victime d'emprise. Beaucoup de personnes croient que c'est parce qu'elles sont jeunes, c'est parce qu'elles sont des adolescentes, c'est parce qu'elles savent pas se protéger, ou alors elles sont fascinées par la célébrité, elles voulaient profiter de sa célébrité à lui. Excusez-moi, mais c'est faux. On voit comment certains hommes réagissent quand ils rencontrent des personnes que eux ils trouvent extraordinaires. On voit comment vous réagissez quand vous rencontrez vos boxeurs, vos footballeurs, vos acteurs préférés, etc. Vous êtes tout aussi frémissants que des gamines de 15 ans devant un acteur de film romantique. Donc, ce n'est pas l'apanage des femmes ou des filles. Ça arrive à tout le monde. Tout le monde peut être victime d'emprise. Quel que soit ton niveau professionnel, ton niveau intellectuel, ta classe sociale, la sphère dans laquelle tu évolues. Ce n'est pas une question de genre ou de classe sociale, tout le monde peut être victime. Mais comment savoir si on est sous emprise? Est-ce que vous vous sentez mal sans savoir vraiment pourquoi? Est-ce que vous avez toujours été en bonne santé et tout d'un coup vous ne vous sentez plus bien, votre santé se dégrade? Est-ce que vous vous sentez fatigué en manque d'énergie ou de vitalité? Est-ce que vous vous sentez triste et négatif alors que vous êtes habituellement joyeux et positif? Est-ce que vous êtes isolé plus que d'habitude, plus taciturne? Est-ce que vous vous sentez coupable par rapport à cette personne-là, anxieuse et stressée plus que d'ordinaire? Est-ce que vous avez perdu confiance en vous et votre estime de vous-même est en berne? Est-ce que vous vous sentez nul? Est-ce que cette personne vous fait sentir comme une grosse merde? Vous fait sentir que vous n'êtes pas à la hauteur, etc., etc. Est-ce que vous vous sentez complètement en dehors de vous-même, comme si vous ne vous apparteniez plus? Est-ce que vous laissez les autres prendre des décisions pour vous? Et surtout, est-ce que cette personne vous fait vous sentir mal? Vous pouvez être en présence de quelqu'un que vous pensez être quelqu'un d'extraordinaire, d'intelligent, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est ce que vous percevez de cette personne-là. C'est ce que vous ressentez que cette personne est. Comment cette personne vous fait vous sentir vous? Est-ce que cette personne vous fait vous sentir comme si vous ne serez jamais assez bien, vous n'êtes jamais assez bien, vous faites jamais les choses bien comme il faut? Il y a une différence entre ce que vous dites que la personne est et ce que la personne vous fait et comment la personne vous fait vous sentir. Il y a une différence entre ce que vous pensez ou ressentez pour la personne et comment la personne vous fait vous sentir vous. Si vous ressentez de l'admiration, du respect, de je ne sais pas quoi pour quelqu'un, et que cette personne vous fait vous sentir vous comme une grosse merde, il faut partir. Il faut vous rendre compte déjà que ce n'est pas sain pour vous. Personne n'a le droit de vous faire sentir comme ça. Il faut vous protéger. Il faut demander de l'aide parce qu'on ne peut pas toujours arriver à le faire tout seul. Allez voir un psy, c'est pas que vous êtes fou, c'est pas que vous êtes sur le point d'être interné, ça n'a rien à voir. Prendre soin de son esprit, c'est tout aussi important que prendre soin de son corps. Ça va vous permettre d'éclaircir les relations que vous avez avec les personnes dans vos vies. Et quand vous faites preuve d'honnêteté pendant vos séances, vous allez vous rendre compte que ça va éclaircir vos idées par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Vous allez voir les gens pour ce qu'ils sont. Parce que les psys, ils ont étudié l'esprit humain pendant des années. Ils savent de quoi ils parlent. En tout cas, quand vous tombez sur un bon psy, gardez ça en esprit. Pour ce qui concerne Norman Tabo, il a été démonétisé par YouTube, lui et un autre YouTuber pareil problématique. Je pense que c'est Dirty Biology, celui qui est accusé par plusieurs femmes d'emprise aussi, pareil, et de manipulation et de mensonges. Faites attention quand même aux gens à qui vous accordez votre confiance. On ne dit pas d'être en hypervigilance tout le temps, mais gardez en esprit que vous ne savez rien d'eux. Et surtout, c'est des êtres humains. Ne les mettez pas sur des piédestals. S'il y a quelque chose, c'est qu'ils ont plus besoin de vous que vous n'avez besoin d'eux. Si tout le monde se désabonne de tous ces gens-là, ils ne sont plus personne. Ils existent parce que vous leur accordez votre temps, votre argent. En parlant de ça, abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt.